J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Bonjour à tous. Bonjour Durcia. Bonjour Nasrine. Eh bien, bienvenue à tous dans Alors c'est quoi ton histoire? Et on va commencer comme d'habitude par un clap. Tu veux clapper avec moi? Ah, j'ai clappé avant. T'as clappé avant. Je vais faire l'écho de ton clap. Let's go. Super. Bienvenue à tous dans Alors c'est quoi ton histoire? Aujourd'hui, je suis avec cette dame-là qui va se présenter à vous. Très heureux, en tout cas, de pouvoir t'accueillir ici, Nasrine. Merci pour l'invitation. De pouvoir discuter avec toi, avec plaisir. Et juste avant d'aller un petit peu plus loin, justement, dans ton histoire, parce qu'on va aller se demander qui est la femme entrepreneur que j'ai devant moi, qu'est-ce qu'il a construit, qu'est-ce qu'il a bâti, et quelles sont les valeurs aujourd'hui qu'elle porte, quels sont les projets aujourd'hui qu'elle porte également. Eh bien, on va passer par le speedrun question pour essayer justement de te cerner un petit peu. Très bien. Ton prénom? Donc, mon prénom, Nasrine. Nasrine, hein, il n'y a pas de piège dans ton prénom? Non, aucun piège. Parce que ça se trouve, ça serait Nasrine, mais ça se dit Nesrine. Non, en fait, c'est juste une petite subtilité entre le Nesrine, ce sera plus arabophone, et Nasrine, c'est plus perse. C'est juste la même signification ethnique. Et la prononciation qui est différente. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un sens Il y a un sens, il y a un sens. C'est quoi ce sens? D'ailleurs, mes parents avaient hésité à m'appeler comme ça. Ouais. J'ai failli m'appeler Églantine. Original. Voilà. Je veux dire... C'est donc une rose sauvage. Et finalement, mon père, à la fin, au moment de m'inscrire à l'état civil, a dit non, Nasrine, c'est très bien. Et puis sur la graphie, il a bien fait gaffe à ce que ce soit original. Ouais. Et du coup, en primaire, je me souviens que mes professeurs me disaient Nasrine, il y a une faute dans ton prénom. Il y a 2 S, normalement, tu as juste besoin que d'un seul, exact. Où est le E? Quel E? Dans les règles d'orthographe, et c'était parti. Ouais, chaque année. Chaque année. Très drôle, très drôle. Donc, Rose Sauvage, ton âge? Mon âge, 34 ans. Et aujourd'hui, ta profession? Oh. Entrepreneur, étudiante en fin d'études. Étudiante en quoi? Étudiante en informatique. D'accord. Du coup, en programmation, plus exactement, de l'école 42, très fièrement. Oui, en fin d'études, du coup. D'accord. Et tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu fais actuellement alors comme projet? Alors, le projet sur lequel je m'investis en ce moment, c'est un projet où, en gros, on fait des formations OPCO, donc financé par l'État pour les entreprises, afin qu'ils puissent former tous leurs employés sur les questions de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. D'accord. Il n'est jamais impossible. Trop tard. Ouais. Pourquoi? C'est quelque chose que personnellement, je pensais à un moment. J'ai pas toujours été dans l'informatique. Avant, j'étais en hôtellerie de luxe. Et ça faisait déjà 5 ans que j'évoluais dans ce milieu. Et je me disais, c'est trop tard, c'est bon, ça fait 5 ans. J'ai bientôt 30 ans. Continuons. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, il n'est jamais trop tard. Il faut prendre ce risque-là. Ça fait peur. C'est terrible. Mais on en sort tellement plus grandi, je trouve,
Et que d'attendre d'être prêt, c'est attendre peut-être un peu trop longtemps déjà. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te dire à 30 ans, bah ok, tout ce que j'ai connu avant, ce que je fais en ce moment, bah je l'arrête pour passer à autre chose, peut-être qui a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Ça va être très bateau, mais c'est le Covid. Ah ouais. Et le Covid a durement touché toute l'hôtellerie-restauration, c'est un secret pour personne. Uber Eats, tout ça, ça nous a bien manqué pendant un moment. Même les restaurateurs et les hôteliers de base, c'était très incertain. Qu'est-ce qui va se passer? On nous annonce un confinement comme ça et il faut mettre tout fermé. Comment on s'organise? Comment on fait les choses? Les restaurants ont des employés, les hôtels ont des employés. Comment leur annoncer ça? Ça secoue un peu tout le monde. Et pendant ce confinement, en fait, je revis à mon rythme, un rythme qui est différent du rythme du service. Un rythme où le vendredi soir et les week-ends, j'ai eu la chance d'être avec mes parents pendant le confinement et ma petite sœur. Donc on était en famille tous les 4, c'était limite un moment où on se retrouve et de me dire ça fait grave longtemps. À ce moment-là, il y avait les appels Zoom, les calls entre copines. Et je me retrouve à reparler à mes amis de fac. Et mais qu'est-ce que tu deviens? Ah bah oui, je suis en hôtellerie en ce moment. Ah bah oui, bah ça on le sait bien. T'étais pas là aux annives, t'étais pas là aux crémaillères, t'étais pas là... Ah oui, c'est vrai, j'avais demandé un jour de congé, mais bah c'est précieux les vendredis, samedis, dimanches. Dans l'hôtellerie-restauration, c'est le moment où on fait notre chiffre. C'est le moment où on travaille. Ouais. Donc, en fait, redécouvrir mon entourage. Ouais. Et là, ça t'a fait le déclic qui t'a fait te dire il me faut plus de temps. Il me faut quelque chose qui me permette de dégager du temps, au moins les soirs, pour passer du temps avec eux. C'est là que j'ai compris qu'on n'est pas... Moi, je pensais qu'on était riche en étant utile. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on peut être riche de temps. Que la richesse se décline sous tellement de variétés et de multitudes et que ma définition de ce qu'était la richesse, elle a changé à ce moment-là. Ouais. J'ai envie d'être là pour mes proches et mon entourage et j'ai envie d'être là même dans une plus grande mesure pour les autres. Et ce qui, en fait, n'est pas très loin de ce que je faisais dans le service en hôtellerie. Je contribuais au séjour de mes clients, d'une manière ou d'une autre, aussi petite soit-elle. Mais je voulais contribuer dans la vie de mes proches parce que en travaillant dans ce milieu-là, le temps que je pouvais dédier à mes proches, je le dédiais à mes clients. Est-ce que c'était forcément aligné profondément avec ce que je voulais? À ce moment-là, plus trop. À ce moment-là, je me posais la question. Qu'est-ce que tu veux laisser comme empreinte dans ta vie? C'est quoi le but, en fait? Ouais. Est-ce qu'on dira ah bah Nasrine, ouais, travaillait super bien, très très investie dans son travail, très professionnel, ou Nasrine, c'était quelqu'un d'équilibré. Elle était là pour son travail, puis pour ses proches, elle faisait en sorte à vouloir tout faire en même temps. Ça aussi, après, faut savoir équilibrer les choses. Ouais. Mais là, il y avait vraiment un déséquilibre à ce moment-là. C'était tout pour le travail et pas assez pour tout ce qui est vie personnelle. Ouais. Et justement, ça allait être une de mes questions, mais quelle image tu penses que tes proches avaient de toi à ce moment-là? Et quelle image aujourd'hui ils ont de toi? Il faut savoir, à l'époque, j'avais pas d'amis. Et j'étais pas forcément très entourée, il y avait que ma famille. J'en avais pas des masses. Et ceux que j'avais, c'était ceux de la fac avant que je tombe malade. Et à ce moment-là, en fait, je donnais tout pour mon travail parce que fallait oublier qu'on était malade. Pour en revenir, mes proches, quand ils me voyaient très, très dédiée à mon travail. Peut-être un peu trop.
où c'était vraiment une routine. Métro, boulot, dodo. Avec 2-3 petits plaisirs sur le côté, mais comme tout le monde, quoi, Netflix and chill, voilà, des choses, somme toute, très simples. Une fois que j'ai réussi à dégager plus de temps pour moi, et aussi à travers ma réorientation professionnelle, parce que parlons-en, j'ai rencontré des gens sont rentrés dans mon cercle d'amis, mon environnement, tout est devenu beaucoup plus varié, diversifié, avec des gens de tout milieu, et du coup, soudainement, je suis plus la même personne. Ah, t'étais pas comme ça avant. Ah, mais en côtoyant un tel, j'ai découvert ça, j'ai apprécié, je développe plus cet aspect-là de ma personnalité. Donc du coup, oui, il y a un changement, mais on va pas prendre le Covid comme référentiel, c'est terrible. Mais avant, après. Ouais. Et aujourd'hui, alors, face à l'image que tes proches ont de toi aujourd'hui, quelle est toi l'image que tu as aujourd'hui de toi? Très fièrement, je peux dire qu'elle a beaucoup changé. C'était un parcours. Entre le moment où j'ai décidé de quitter mon travail en hôtellerie et maintenant, il s'est passé 3 ans. 2022, oui, 2025, donc 3 ans. Et forcément, j'avais pas très confiance en moi, je l'avoue, je l'admets. Et ces 3 ans-là m'ont permis de découvrir qui je suis, comment je fonctionne, mes qualités, mes défauts, parce que j'en ai des défauts comme tout le monde. Et comment je me présente en fait dans le monde, chose que je faisais pas avant parce que je travaillais. Donc c'est toute une découverte de l'image sociale, de réapprendre. Et du coup, l'image que j'ai de moi maintenant, c'est quelqu'un qui est capable d'alchimiser et de transformer à peu près tout. À peu près. On n'est pas... Il y a encore des choses qui résistent à la transformation. Il y a encore, je pense que il y a toujours terrain à s'améliorer. Après, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Il ne faut pas basculer dans le trop et pas passer dans la paresse. Il faut trouver le juste milieu, faire le funambule. Et tu as parlé de confiance, là, que tu manquais confiance. Et qu'est-ce qui t'a permis justement de gagner cette confiance-là? Et peut-être même si tu as une idée de ce qui a engendré une perte de confiance et ce qui a permis justement que tu regagnes cette confiance-là à un moment donné. C'est l'image qu'on a de soi et l'image que les gens ont de toi. Il y a un écart entre les deux. Et en hôtellerie, Standard Palace, c'est mannequin, limite. Moi, je sais que j'ai des amis, si Covid, ça s'était prolongé et que on peut plus faire de réception, on peut plus faire, elles pouvaient faire du mannequinat tranquille. Elles étaient... Mais même moi, quand je les voyais, qu'est-ce qu'elles sont belles. Je crois que c'était les premières choses que je me disais quand je suis rentrée en hôtellerie. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Beaux. Toutes. C'est le paraître, c'est le prestige, c'est l'uniforme. C'est tout un tas de... Bon, après, mes collègues étaient gentils, c'était pas si terrible que ça. Quand j'en parlais à ma maman, et je lui disais, mais maman, tu peux pas leur en vouloir de t'approcher maintenant sur quelque chose que eux ignorent. Il va falloir que tu travailles sur toi. Et donc, du coup, l'image de soi. Là, je peux en parler, mais prendre soin de soi, dans tous les sens du terme, sa santé, son entourage, prendre soin de soi au sens peut-être autant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
créer son vrai microcosme, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui personnellement, m'a donné confiance en moi. C'est fou, hein, mais la confiance, elle est revenue. J'ai appris, parce que forcément, j'étais recluse avant. Ouais. Et j'ai appris à mes dépens que tout le monde n'est pas forcément bien intentionné. Bien sûr. Et que moi, je venais avec toute de genuineness et la spontanéité en mode oui, bah moi, je veux le monde voir les choses et tout. Ouais. Ouais. Ok, d'accord, oui, ok. En société, il faut savoir aussi se préserver. D'accord. Parce que parfois, avec les employeurs ou même avec les gens, hein, même dans les relations sociales. Bien sûr. T'étais comme ça. Ah ouais, je t'aurais pas calculé. T'inquiète pas, je le sais. Il y a tout un tas de projections qu'on fait. Et quand on dit, oui, j'étais ce profil-là et maintenant je suis ce profil-là, la perception devient nuancée. On sent que on me considère pas pareil. Alors que quand je le cache, tout de suite, je suis plus efficace. Je suis plus tranchante, plus compétente, plus intimidante, plus quelque chose. Jusqu'à ce que je le dise. Donc c'est quelqu'un qui s'est reconstruit. Et justement, tu penses pas que le fait de s'être reconstruit, il y a de la force là-dedans? Moi, j'en suis une convaincue. Mais encore une fois, c'est cette question de la perception des autres, la perception de soi. Moi, aucun problème, je pourrais le créer au monde entier. Ah oui, totalement. Totalement, c'est une maladie, vous en souffrez, c'est dur, faut pas faire attention aux autres, ça se guérit, mais faut s'investir en soi. Faut se donner les moyens. C'est pas en rentrant, en compensant et en mangeant le non. Non. Bien sûr. Et c'est tout le parcours d'estime et de confiance en soi. Ouais. Mais oui, non. S'il y a bien un truc que je peux affirmer avec conviction, il y a de la force dans la reconstruction. Il y a de la sagesse avec qui on le partage. Bien sûr. Cette force-là, c'est une force qu'on peut, par exemple, utiliser et dépenser, je pense, à très bon escient, à des personnes qui en ont besoin parce que c'est des personnes qui nous ressemblent, des personnes à qui je sais que moi, à un moment dans ma vie, si quelqu'un était venu me voir et m'avait donné des conseils, je suis pas sourde. Peut-être j'aurais écouté et j'aurais fait les choses plutôt différemment, apprendre des erreurs des autres, en fait. Ouais. Éviter aux autres les erreurs qu'on a commises soi-même. Ça, c'est quelque chose, ma passion, mon combat. Vraiment. C'est quand je vois quelqu'un, je dis, je me permets, voilà, d'expérience. Je le sais parce que moi, j'ai échoué là. Et si ça peut t'éviter de... On apprend de ses échecs. On transmet mieux aux autres si ça peut leur éviter un petit truc. Et la sagesse avec qui on partage, parce que parfois, toute reconstruction, ça dépend des chantiers, on va dire. Il y a des chantiers faciles, il y a des chantiers difficiles. On voit que papa est architecte. Ouais. On va sur les chantiers. Il y a des chantiers faciles, il y a des chantiers plus difficiles. Et puis, il y a des choses, il y a la sensibilité des autres aussi. Il faut la prendre en compte. Tout parcours à partager n'est pas forcément bon pour l'auditeur. Est-ce que l'auditeur a les épaules pour recevoir? Ça reste un poids. Une reconstruction, ça reste une destruction, puis un chemin, un combat derrière. Un chemin, un combat, une construction, une création, une énergie derrière.
il y a des gens qui peuvent l'entendre et il y a des gens qui ne peuvent pas l'entendre. Parce que le parcours de vie sont tellement différents que pour certaines personnes, c'est lourd. C'est trop dur. Parfois même, j'ai l'impression que parfois, quand toi, ta réalité, elle est trop éloignée de celle des autres, parce qu'on a chacun notre réalité finalement, quand tu la racontes, les gens, cette réalité-là, elle est tellement éloignée de la leur qu'ils n'osent pas croire que cette réalité-là existe. Ce qui fait qu'ils vont prendre ce que tu dis avec beaucoup de légèreté, parce que pour eux, c'est presque une blague, c'est presque quelque chose qui est inexistant et que tu sors de ta tête comme ça, alors que effectivement c'est ta réalité. C'est une réalité, ça existe. Dans un cadre beaucoup plus là récemment, je me rends compte, de par ma réorientation professionnelle, j'ai été amenée à rencontrer tout un tas de personnes qui sont devenues mes amies, certaines personnes avec qui j'ai 10 ans d'écart. Et nos situations dans la vie sont tellement différentes que la différence de réalité fait que parfois, dans le même groupe de potes, on se retrouve à dire « Quoi ? Ah ouais, ça existe ? Ah, je savais pas. » Les plus jeunes apprennent par exemple des démarches administratives ou des trucs un peu concrètes comme ça. Et les plus âgés, parce qu'il y a la partie plus âgée, on apprend à presque s'adapter, à être à jour un peu avec la partie un peu plus jeune. Et en fait, c'est un travail, je dirais presque générationnel, mais on se débrouille vraiment bien ensemble. C'est un travail qui fait que on se motive tous vers le haut. Il y a une évolution qui se fait. Et parfois même de la redécouverte, parce que quand les jeunes passent par certaines étapes, nous, on les retraverse avec eux. C'est très intéressant de revivre la même chose différemment. Sous un autre spectre. D'accord. Et avec tout ça, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour toi, faire confiance à quelqu'un ? Pour moi, faire confiance à quelqu'un, c'est pouvoir être soi, sans limite, sans avoir la peur d'être jugé. C'est un échange. La confiance est partagée. Si je fais confiance à quelqu'un, la personne peut avoir confiance en moi aussi. Et faut un village. La confiance, c'est un village. C'est constituer son village et pouvoir vivre ensemble. Pour moi, la confiance, c'est ça. Et c'est quelque chose de très beau. Parce qu'une fois qu'on trouve son village, la vie est tellement plus facile. Les réussites et les joies sont doublées. Parce qu'on les célèbre avec les autres et on voit les autres être heureux. Mais pourquoi t'es heureux pour moi ? Enfin, de limite, concept un peu. Mais de les voir s'enthousiasmer, j'adore. Quand je vais pas bien, ou quand j'ai rencontre des difficultés, comme tout le monde dans la vie, on intervient. On intervient dans la vie de chacun d'entre nous. Genre, je sais que mes amis me soutiendront et moi, sans problème, je soutiens mes amis. Il ne fait aucun doute. Dans les moments de vulnérabilité, de venir leur dire on est là. On est là. Ressaisis-toi, ça va aller. Tu peux le faire. Et dans les moments où de dire ok, je te porte. Allez, on y va. La confiance pour moi, c'est ça. Et on en parle pas mal. La vulnérabilité, justement. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Waouh. La vulnérabilité, je pense, c'est les parties de soi qu'on sait qu'on doit travailler. C'est les parties de soi qu'on peut confier à d'autres et espérer. Moi, je dirais améliorer plutôt que réparer. Mais améliorer. Et
Ouais. Oui. Et il faut être vulnérable. C'est un exercice que je conseille à beaucoup de personnes. Soyez-le avec vous-même dans l'intimité de soi. Soyez vulnérable. Regardez-vous dans un miroir et soyez en paix avec vous-même. Et là, pour justement se permettre d'être vulnérable, à un moment donné, il faut une remise en question, une prise de conscience. Ah, bien sûr. À quel moment, toi, tu as eu cette prise de conscience? On a parlé de la Covid tout à l'heure. Oui. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur? Il y a eu un moment dans ma vie où mon autonomie était, disons, corrompue. On va dire ça comme ça. L'autonomie était corrompue et j'étais pas autonome. Et c'est là que je me suis dit, y a un truc qui va pas. Et à partir de il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui ne va pas? L'introspection est venue de là. Et à partir de ce questionnement est venu toutes les actions qui ont suivi. La réorientation professionnelle, être plus alignée avec moi-même, parce que je m'étais rendu compte à la fin de cette introspection que, en fait, ma vie ne reflète pas qui je suis et ce que je veux vraiment. Comment je peux faire pour que ce soit plus le cas? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Est-ce que c'est trop tard? Non, ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Tout peut se faire. Et alors, quel bagage tu as pris pour aller justement dans cette bataille, dans cette prise de conscience et la mise en pratique finalement de ce que tu avais en tête pour pouvoir te hisser là où tu voulais te hisser? Je pense que c'est la détermination de mes parents, dans un premier lieu, qui a déteint sur moi. J'ai pris cette détermination et j'ai dit « Ok, on y va. Ok, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais parler plusieurs langues, je sais apprendre, j'apprends en continu. C'est mes points forts. Je suis quelqu'un de curieux. Ok, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Apprendre. Très bien. Donc, développer de nouvelles compétences. Ok. Dans quoi tu voudrais te développer? Comment on pourrait alchimiser ça? Comment on pourrait travailler ça? Et je me suis souvenue d'une école avec une promesse. Et je me suis dit, une école qui prend les gens comme ils sont. Pas de conditions de diplôme, pas de conditions d'âge, un cursus très modulable, sans professeur, ce qui est inédit. Et un parcours pédagogique où on se fait soi-même, en autodidacte. Ça m'a parlé de fou. J'ai dit, ça existe, ok. Bon. Eh ben, on va se lancer là-dedans. C'est de l'informatique, je sais pas faire. Mince. C'est technique. Ça fait peur. Mais en même temps, la Covid, l'informatique, c'était limite... C'était les grosses questions qu'on se posait à ce moment-là. On a besoin de plus de gens dans l'informatique. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, j'ai fait des études de médecine, puis je me suis dirigée vers des études de langue. Pourquoi pas? Sciences, littérature, et la manière dont c'était approché, moi, ce qui m'avait vraiment fini de me convaincre, c'était les langages de programmation. Les langages. J'ai fait des langues. Je crois que je peux alors. C'est comme ça que je m'y suis mis. Mais sinon, jusqu'au bout, ça aura été un doute. Et quand j'ai vu langage de programmation, j'ai dit des langues. I can do that. Ok. Et je me suis lancée. Et après, c'est 42 qui m'a guidée gentiment à travers le common core, comme on l'appelle, le tronc commun. Et ensuite, 42 permet également, après ce tronc commun, soit de se lancer
dans le monde du travail, soit de se lancer dans l'entrepreneuriat. 42 a un incubateur qui est très intéressant. Et aussi de se spécialiser dans différentes disciplines. Ça peut être la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Et 42 est une école qui se met toujours à jour. Genre là, ils viennent de changer le tronc commun pour répondre aux besoins du marché du travail sur l'intelligence artificielle et tout. Ils se remettent en cause. Et c'est... Moi, comment dire, cette école-là m'a changé et a changé mon point de vue sur un peu tout, dont l'entrepreneuriat. Donc, tu as eu pas mal comme ça de moments où tu as voulu changer d'orientation, d'endroit. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui partir? Parce que tu as parlé aussi de tes parents tout à l'heure en off, qui sont venus en France. Ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part aussi. Et toi, tu es arrivé dans certains milieux, dans certains domaines, dans certains écosystèmes, puis tu es allé vers d'autres. Ça veut dire que tu es aussi parti. Donc, qu'est-ce que ça signifie partir aujourd'hui pour toi? C'est une aventure. Partez. Par pitié. Allez-y. Partez. J'adore partir. J'adore partir parce que c'est pour mieux arriver quelque part. Peu importe l'endroit. Mais on arrive toujours quelque part. On peut être perdu dans son parcours, perdu dans sa vie. Et croyez-moi, je m'adresse aux gens, parce que je l'étais cette personne-là, que tout a un sens. Ça prend sens. Même si parfois ça a l'air très absurde. Mais au final, tout se réutilise. On ne part jamais sans rien. On arrive peut-être sans rien. Ça, c'est possible. On peut arriver quelque part sans rien. Mais ça se construit, ça s'apprend. Mais on part jamais sans rien. On part toujours avec quelque chose. Et peu importe ce que c'est, que ce soit une leçon ou des récompenses, partir, c'est toujours une bonne nouvelle, je trouve. Il faut avoir le courage, par contre, de partir. C'est pas facile. Mais il faut le faire. Moi, je l'encourage. C'est quelque chose que j'encouragerais. Et puis, si on a peur, si on a besoin d'attendre d'être prêt, je conseillerais de pas trop attendre non plus. Parce qu'après, on tombe très vite dans... Après, je suis peut-être un peu dure. Mais c'est un peu complaisant après. On peut plus se plaindre de certaines circonstances quand on se donne pas les moyens de les braver. En mettant bien à part tout ce qui concerne les situations abusives où je veux bien faire le distinguo là-dessus. Il y a des problématiques, il y a deux types de problématiques. Il y a des problématiques où, par exemple, c'est vraiment abusif et la personne est victime. Elle n'a pas forcément conscience du schéma, du pattern dans lequel elle est et elle a besoin d'aide. Cette personne-là, elle n'est ni résignée, ni elle se complaît dans sa situation. C'est juste qu'elle n'en a pas forcément conscience ou elle n'a pas forcément les ressources pour se sortir de cette situation-là. Et cette personne-là, il faut l'aider à tout prix. Il faut l'aider. Peu importe de la manière qu'on peut, mais il faut lui donner les ressources, l'aide, l'écoute, le soutien. Je l'encourage. Sur les autres problématiques un peu plus simples, oui, accepter certaines contraintes, se résigner à certaines contraintes, c'est accepter d'avoir les ressources, l'énergie et la capacité de les gérer et donc, dans une certaine propension, ne pas s'en plaindre. À chaque fois que tu pars, tu acquiers quelque chose. Oui. Aujourd'hui, avec tous les départs que tu as eus, tous les départs que tu as fait, qu'est-ce que tu retiens? Beaucoup de choses. Il faut saisir toutes les opportunités qu'on a.
Il faut avoir confiance en soi, s'aimer soi-même. Si je devais décrire ça en une phrase simple, parce que sinon on va tergiverser longtemps là-dessus. Pour moi, ce serait vraiment, après tous les départs que j'ai faits, on peut tout surmonter, on peut tout transformer en quelque chose de meilleur. On n'est pas ce qu'on vit, on est la réaction de ce qu'on vit. Et la réaction, elle n'appartient qu'à nous. La bonne hygiène, ce serait d'avoir les bonnes réactions. Ce qui est irréaliste. Mais on peut avoir le discernement de se dire en tout temps, ok, il m'arrive ça, je vais en faire ça. Je vais pas laisser les circonstances me transformer en quelque chose que je ne voudrais pas. Ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours portée, je pense, dans la vie. Ok, il m'arrive des choses, bien, moins bien, et je les transforme en une marche d'escalier. C'est comme un escalier pour monter. Parfois, je descends, ça m'arrive, il faut revisiter des trucs. Et puis parfois, je monte. C'est tout le temps ça. Parfois, descendre, c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Parfois, faut se souvenir aussi, faut, comme on dit, remettre l'église au centre du village, recontextualiser les choses et se dire, ok, aujourd'hui, je me tiens à ce niveau d'exigence. Aujourd'hui, j'ai des exigences que j'avais pas pour moi dans le passé. Il est pas tout à fait fou de se dire que il y a 3 ans dans le passé, j'étais pas dans la même situation. Donc je peux pas me porter au même niveau d'exigence et d'être contente justement d'avoir ces exigences-là maintenant et d'avoir évolué et d'en avoir des nouvelles. Et cette évolution qui s'est faite jusqu'à ta trentaine, aujourd'hui 34, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi, avoir 34 ans, ou être de manière plus générale dans la trentaine? J'adore cette question. J'adore cette question. J'avais une vision de la trentaine très, très normée. Ce qu'on attend à 30 ans, je dois être mariée avec des enfants, le diplôme, la maison, le chien, la voiture. Depuis vraiment très petite, j'ai été conditionnée limite à penser comme ça de la trentaine. Genre la trentaine, c'est le parachèvement de toute mon évolution scolaire et de tout ce que j'aurais réussi à faire dans ma vingtaine. Et à 30 ans, voilà, je dois être installée. Que nenni. À 30 ans, j'ai tout recommencé du coup. Et c'est tellement mieux. Reconstruire à 30 ans et construire dans la vingtaine, ça n'a rien à voir. Parce que déjà, dans la vingtaine, soyons tout à fait honnêtes, on se construit soi. Et comment on apprend, on est encore en apprentissage, faut être gentil. Faut vraiment être gentil avec soi, hein, dans la vingtaine. Moi, j'étais pas tendre avec moi-même. Là, aujourd'hui, si je pouvais, je me ferais un câlin. Attends, arrête. Apprends à faire. Fais des erreurs. Apprends de tes erreurs. Ressors-en mieux. Maximum d'expérience que tu peux faire. Oui, ça, c'est quelque chose. La vingtaine, c'est fait pour ça. Dans la trentaine, on apprend à aborder les choses de manière sereine et calme. Il n'y a pas ce tintamarre qu'on a, je pense, quand on a 20 ans. On est plus sûr de ses appuis. Et on se dit, je vais le faire, en fait. Parce que si je le fais pas maintenant, plus tard, je vais le payer, d'une manière ou d'une autre. Donc,
avoir 34 ans aujourd'hui, avec le parcours que j'ai, une bénédiction. Plus à l'aise avec ma féminité, même dans la trentaine. Ma féminité, c'est vraiment waouh, développée dans la trentaine, de manière plus sûre, plus sage, moins à l'écoute des dictats sociétaux. Même si ça me fait un peu peur, j'ai hâte d'en avoir 35, mais j'ai un peu peur. J'assume pas trop de dire ça. Mais qu'est-ce qui t'attend à 35, tu penses? De la stabilité. Parce que un parcours de reconstruction, c'est plein d'embûches, c'est beaucoup d'aventures. Alors dit comme ça, c'est vraiment entraînant, mais ça peut être fatigant aussi. Et dans la trentaine, on n'a pas la même énergie que dans la vingtaine. Donc, on désire à une certaine stabilité. Et je pense que je me suis bien investie dans les 5 premières années de ma trentaine et que du coup, le milieu, les 35 m'apporteront cette stabilité pour laquelle j'ai travaillé et voir du coup quel est le résultat de mon labeur. J'ai hâte de rencontrer ça. C'était quoi, du coup, les 3-4 ans à 42 c'était quoi le résultat, du coup, de mes 25 jusqu'à mes 30 ans en hôtellerie? Qu'est-ce que j'en ai fait de tout ça, finalement, de ces 10 dernières années? Parce que à 25 ans, on dit qu'on a le cortex préfrontal fini. On est en mesure de prendre des décisions construites. Et j'ai entendu dire très récemment qu'on commence à arriver à un âge, entre guillemets, adulte, vers la trentaine. J'ai entendu ça à la radio. Voilà. J'ai entendu ça à la radio. Oui, du coup, sur les 10 dernières années où j'étais en mesure de prendre des décisions réfléchies selon le corpus médical, qu'est-ce que j'en ai fait, moi, de ces 10 ans? 35 ans, ça m'a l'air d'être la fin de tout un tas de décisions et en même temps, le début de tout un tas d'autres décisions si jamais il y a des ajustements à faire. Toujours dans la philosophie de c'est jamais trop tard. Si j'ai un seul regret, c'est de ne pas m'être lancée plus tôt. Ouais. C'est le seul regret que je pourrais avoir. J'espère vraiment que les gens, en écoutant, se diront ben oui, moi aussi, je peux le faire. Et je me le dois. Je me le dois. Même s'il y a des circonstances, admettons, je prends en considération des gens qui ont des enfants, des responsabilités, des obligations qui font qu'ils se sentent enfermés dans un carcan. J'aimerais dire à ces personnes-là que, s'il vous plaît, faites-le pour vous. C'est votre vie à vous aussi. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous restez dans cette situation-là et dans 5 ans, vous êtes toujours autant déprimé, ou vous prenez le risque mesuré? Attention, ça ne veut pas dire on se lance dans un projet. Non, il y a des prévisionnels à faire, c'était calculé. Quand j'ai passé par exemple le 42, la deuxième fois, je tremblais bien parce que je me disais, si jamais je réussis pas dans l'informatique, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon sang, je vais me... Comment? Et c'était tout un autre tas de questions. Mais ça faisait 1 an entre les 2 concours d'entrée. J'avais bien révisé. J'ai pris le temps d'apprendre les langages du coup. Et j'étais revenue avec d'autres armes que j'avais pas la dernière fois. Ouais. Donc, encore une fois, prenez ces risques mesurés, calculés. Ayez confiance en vous. Capitalisez sur ce que vous savez faire. Vous allez vous en sortir à moyen terme, 5 ans. J'ai été trop gourmande. Moi, je me suis dit, en 3 ans, ça y est. Non, en 3 ans, pas du tout.
On en parlait des 35. Là, je crois que je vais commencer à avoir les premiers fruits de ma décision de tout changer. Là, maintenant, 5 ans, je trouve que oui. Mais sautez le pas. À défaut de peut-être ne pas avoir atteint les objectifs que je m'étais donnés, je pense que la personne que j'étais avant serait juste contente d'agir de cette manière maintenant. Genre plus responsable, plus mesurée, plus alignée avec ce qu'elle voulait devenir. Après, le reste, c'est une question de temps. Temps, on en a plein. Ouais. On en a plein. Et justement, si aujourd'hui, je te disais justement avec ce micro, le message que tu vas porter, que tu vas dire, va arriver aux oreilles de toute la planète. Qu'est-ce que ça serait, ton message? Waouh. Je pense que ce serait capitaliser sur ce que vous savez faire, transformez-le en quelque chose où vous savez que vous pouvez apporter quelque chose aux autres. Après, je suis très portée sur les autres. Mais de manière générale, mon message, ce serait créer, que ce soit pour les autres ou pour vous, avec ce que vous avez. Le retour sur investissement est généralement très bon. Et puis même nous, on se sent... je pense que c'est un secret pour personne. On se sent tous bien et à l'aise sur ce qu'on sait faire. Bien sûr. Et quand on développe ce qu'on sait faire jusqu'à un niveau d'expertise, on est fier de nous. Après, que ce soit pour soi ou pour les autres, de pouvoir apporter cette expertise, ça appartient à chacun d'entre nous de faire ce qu'on veut de nos dons et de nos cadeaux. Mais je suis persuadée que chacun d'entre nous a un don, un cadeau, un talent qui peut développer. Ouais. Et tout à l'heure, tu en as parlé aussi de la jeune femme que tu étais avant. Qu'est-ce que tu penses que tu lui dirais à la jeune femme que tu étais si tu la revoyais aujourd'hui? Oh, accroche-toi, ma cocotte. Ça va être un sacré... T'es pas prête pour ce qui va t'arriver. Oh là. Nasrine, 24 ans. Ouais, je crois que je lui dirais ça. Accroche-toi, ça va être une sacrée aventure. Tu vas pas forcément kiffer tous les moments, mais ça va être intense et tu vas en sortir transformé. Ta vision sur le monde sera pas du tout la même. Et t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. C'est pas si terrible que tu penses. Et elle, si elle voyait la femme que t'es aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle te dirait? T'es qui? Je pense que déjà, elle se reconnaîtrait pas. Ouais. Puis, ouais. T'es qui, toi? Va falloir qu'on fasse connaissance. Ouais, je pense que ce serait ça. Ouais. T'es qui? Vraiment. Parce que à 24 ans, j'avais une construction des choses qui était assez linéaire. Je vais être diplômée, je vais trouver mon premier travail, je vais me marier, avoir mes enfants. Encore une fois, le schéma classique. Et pour moi, la réussite, c'était ça. Mais en fait,
Maintenant, c'est pas du tout ça. La réussite, c'est de constamment apprendre. J'ai un truc avec l'apprentissage, c'est terrible. Mais oui, la réussite, c'est de constamment apprendre, c'est d'apporter aux autres, c'est pas forcément les choses matérielles telles que le diplôme, les propriétés matérielles. Non, toute cette conception-là a changé. La réussite, c'est son entourage. La réussite, c'est sa famille. Peu importe le sens qu'on lui donne, que ce soit la famille au sens nucléaire du terme ou la famille qu'on se constitue pour soi. Et effectivement, tu parles beaucoup de cet aspect de vouloir apprendre, le partage, et cet aspect humain que tu as justement tourné vers les autres, etc. Qu'est-ce qui t'a donné justement envie? Est-ce que c'est quelque chose, tout ça, qui t'a donné envie d'entreprendre dans la formation, dans la transmission, derrière, créer quelque chose qui te permettrait de transmettre certaines choses à d'autres personnes? Quelle est l'origine, finalement, de tout ce que tu fais aujourd'hui? Pour être tout à fait honnête, je me destinais pas du tout à la pédagogie. Apprendre et enseigner, c'est pas la même chose. Et j'aimerais devenir meilleure enseignante afin de pouvoir transmettre tout ce que j'apprends aux autres. Mais c'est une passion qui m'est venue récemment. C'est pas quelque chose... Je pense que c'est l'école 42, encore une fois, parce que vu qu'on n'a pas de professeur et qu'on apprend en peer-to-peer... Qu'est-ce que ça signifie? Peer-to-peer. Ah oui, anglicisme. Donc, de pair à pair, le concept et le principe dans le cadre de la pédagogie de 42, c'est que si on ne sait pas, on demande à son voisin de droite ou sinon on demande à son voisin de gauche. Sinon, on se lève et on demande aux autres. Et on trouve toujours une réponse. Et la pédagogie de 42, hein. Je vous aime. Non. Dans mon parcours d'apprentissage, on me trouvait souvent à aller demander de l'aide aux autres ou à aller aider les autres. Ouais. Et en fait, au début, je m'en étais pas tellement rendu compte. Au début, c'est vraiment, je m'en étais pas rendu compte. C'était mon groupe de potes qui disaient « Ah, elle est partie aider quelqu'un. Nasrine, avance sur tes projets, arrête d'aider les autres. » Et plus tard, quand mon projet a été incubé par la région Île-de-France, je passais moins de temps à développer mon projet entrepreneurial que je ne passais de temps à papillonner d'un projet entrepreneurial de mes collègues à d'autres. Et c'est au final, par ce parcours-là, en parlant avec un collègue précisément, qui me disait « Écoute, il y a des formations OPCO qui existent et c'est ça le principe. » Il m'explique. Il me dit « Et puis t'as m'aidé ?» Et c'est là où je disais « En vrai, ouais, merci !» C'est grâce à lui, parce que sinon, j'arrivais pas à me stabiliser sur une idée d'entrepreneuriat. C'est toute une aventure aussi. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'on peut faire. Et en fait, à un moment, il faut prendre une décision et se dire, voilà, ça c'est ma décision, ça c'est ma DA, c'est mon parcours, je veux m'investir, je veux donner dans ça. Et j'arrivais pas à me fixer sur une mission. Tous les mois, ma mission changeait. Tous les mois, je trouvais une nouvelle idée. Ah ouais, je veux aider je veux faire ci. Non. Et ce collègue-là me disait, vu que j'avais déjà été enseignante ou de par ce que je faisais à 42 de manière organique, il me disait, c'est pas complètement fou, non?
Mais tu sais quoi, mais oui. Mais oui, totalement. Enfin, j'ai déjà touché dedans et c'est quelque chose dans lequel je baigne déjà depuis 3 ans. Des formations, ok. Et puis de là est parti du coup ensuite tout ce qui va avec la veille, en quoi je me différencie, parce que oui, il y en a plein des organismes de formation pour les questions d'informatique. Et du coup, oui, comment se différencier, tout ça. Et c'est en étant là où je me suis dit, ah ouais, donc oui, je peux apporter ma pierre à l'édifice, je peux faire quelque chose de différent dans ce qui se fait. Et aujourd'hui, en quoi tu te différencies ? Moi, ce que j'aime bien là, dans ce que je suis en train de faire, c'est les mises en situation. D'attaques de cybersécurité en particulier, ou tout ce qui aura à voir avec l'intelligence artificielle, c'est de faire tester les gens en temps réel des prompts sur des failles de l'intelligence artificielle dans des cadres du métier. Et de voir leur réaction à chaque fois, moi j'adore. Quoi ? C'est possible ? Ah ouais. Et ça se présente comment ces mises en situation ? C'est des ateliers que j'aurais préparés. J'aurais déjà parlé, je pense, au préalable avec la DSI de l'entreprise qui fera appel à mes services. Et donc, du coup, mais rien de conséquent, hein, c'est des trucs tout simples qui ne perturbent en rien l'activité informatique. Mais par exemple, dans le cadre de l'intelligence artificielle, ce serait d'envoyer un prompt problématique et de voir ce que l'intelligence artificielle répond. Et comment, du coup, la personne doit réagir. Il y a eu des problèmes comme ça avec l'intelligence artificielle où les employés donnaient sans savoir, c'est le risque humain, des informations à l'intelligence artificielle, informations qui ont ensuite été volées. Et maintenant, on sait tous, hein, la data. Bah ouais. La data. La data est précieuse. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on partage à une intelligence artificielle ? Comment on le fait ? Ça s'apprend. Et non, vous n'êtes pas forcément mauvais en intelligence artificielle ou en cybersécurité. C'est juste qu'on ne vous a pas formé. On ne vous a pas formé. Et c'est OK. Et c'est pas grave. Genre, et il n'y a vraiment pas d'âge. Les jeunes générations sont forcément plus à l'aise parce qu'elles ont grandi avec ces outils-là. Je suis milléniale, entre deux. Il y a mes parents, quand je les vois, par exemple. Récemment, ma mère a fait une formation en cybersécurité. Elle m'en a parlé et elle était perdue. Et à la fin de cette formation, elle me posait un tas de questions. C'est quoi ça ? Pourquoi ? Mais c'est vrai que on peut récupérer les données personnelles. C'était quelque chose auquel elle n'avait pas forcément conscience. Et je dis, ah oui, totalement. Oh, les données personnelles, oui. Et de manière encore plus simple que tu me penses. Et du coup, cette formation, ça lui a un peu ouvert les yeux sur ses pratiques sur Instagram ou Facebook ou peu importe. Elle a plus conscience de son empreinte numérique. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle a plus conscience de son empreinte numérique, chose qui, avant la formation, elle n'avait pas du tout. Ouais. Et justement, ta formation vient expliciter certains termes utilisés dans d'autres formations, viennent donner plus de pédagogie. Que vient apporter finalement les formations, les ateliers que tu pratiques par rapport aux formations qui sont déjà existantes? Par exemple, ta mère qui est sortie d'une formation qui s'est retrouvée avec plein d'autres questions. Oui. Est-ce que ta formation vient justement pallier à ces questions ou viennent rajouter un aspect plus pédagogique dans la compréhension de la cybersécurité, les cyberattaques, etc. Alors, dans les ateliers que je propose, et ça dépend des ateliers, mais un de mes préférés et des plus basiques, c'est l'atelier sur la sensibilisation des mots de passe. C'est toute une histoire, hein. Les 1, 2, 3, 4, s'il vous plaît.
arrêtez ça tout de suite. Ça, en 15 secondes, c'est pété. C'est fini, on arrête. Et donc, du coup, j'ai un atelier là-dessus où je montre en temps réel en quoi la complexité des mots de passe, c'est important pour l'organisme déjà et pour la sécurité des données. Et du coup, vient avec cet atelier-là toutes les notions basiques, les notions fondamentales de cybersécurité, la confiance, la crédibilité de la donnée. Tout ça, c'est des aspects que je viens expliciter pendant l'atelier. Et donc, du coup, ils ressortent avec ça. C'est pas un cours. Ma mère, la formation qu'elle avait, bien que très qualitative, c'était des vidéos de 90 secondes. Et en fait, c'est trop d'informations d'un coup. Et il faut faire suivant. Et en fait, à la fin, elle retenait rien. D'où le fait que, vu que sa fille est en cybersécu, elle prenait des petites notes. Puis elle me disait, c'est quoi ça? Voilà. Et là, elle me disait, c'est trop d'informations d'un coup. Je viens fluidifier ça, plus dans un dialogue. Je pense qu'en écoutant et en mettant les mains dans le cambouis, on retient mieux que si je viens assommer les gens avec... alors la cybersécurité, c'est 3 concepts fondamentaux, c'est ça. Non, il faut comprendre pourquoi. Avec des cas bien bien pratiques, voilà. Des cas réels. Ou pourquoi, par exemple, la crédibilité des données en cybersécurité, c'est important. Parce que, après, il y a tout ce qui est info, intox, qu'est-ce qu'on manipule, c'est important à savoir. Et là, aujourd'hui, tu en es où dans cette création de projets, d'ateliers, de formation? Encore dans les balbutiements. Après avoir fait la girouette pendant 6 mois. Et ça y est, c'est bon. J'ai mon idée de start-up. Là, du coup, je suis seule. Et ça, c'est un gros problème. Je passe la certification Calliope pour mon idée d'entreprise afin que je puisse, du coup, donner des formations. Et mes formations sont certifiées par l'État. Qui sont aux normes de qualité. Ça a été audité, tout a été vu et revu, tout le catalogue de formation, dont mes ateliers, dont le contenu, vraiment en long, en large, en travers. On aura vérifié que tout ce que je présente aux entreprises est conforme et répond aux normes de qualité qui est attendues de la part de mes clients et de la part de l'État. Parce que la cybersécurité et l'IA, c'est aussi un peu de législation derrière. Et donner des formations aussi, c'est très important. Ça se fait pas comme ça. Tout le monde n'est pas formateur et tout le monde ne peut pas, encore une fois, apprendre et enseigner, c'est différent. Ouais. Donc l'État veut s'assurer que tout se fasse dans les meilleures conditions. Donc là, j'en suis à Calliope. Et après, une fois que j'ai Calliope, c'est là où je vais pouvoir justement solliciter mes clients et commencer à donner mes premières formations. D'accord. Et tu recherches quelqu'un en particulier, de l'aide en particulier? Un associé ou une associée. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aventure d'éduquer, former et de monter en compétence les talents de demain en intelligence artificielle et en cybersécurité. C'est une grosse difficulté que j'ai eue. Déjà, le temps que je l'admette. Parce que c'était ça le problème. Non, je peux tout faire toute seule. Non. Les statistiques sont très claires là-dessus. La majeure partie des startups où il n'y a qu'un seul entrepreneur sont plus susceptibles à l'échec que les startups qui ont au moins un associé. Ouais. On parle carrément à hauteur de... j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois 70 à 80% de taux d'échec. Et ça m'a bien mis 8 mois avant que je comprenne
que en fait, ce serait cool si j'avais eu un associé ou une associée, que c'est dur toute seule et que pouvoir partager ça aussi, ça m'apporterait plus de... J'ai pas le terme. Plus d'insight, plus de... En fait, à deux, on serait plus riche de points de vue et de manière d'aborder des sujets que moi seule en train de faire mes ateliers. J'en suis sûre que à deux, on aurait pu faire des choses de manière un peu plus ludique. Parce que le ludisme, pour moi, c'est pas le ludisme pour mon associé, par exemple. C'est des choses que j'aimerais bien développer et approfondir. Ce serait vraiment bien. Et on dit souvent que s'associer avec quelqu'un, c'est un petit peu comme un mariage. Et à l'image d'un mariage, il faut bien que les deux parties se connaissent un minimum. Alors, qu'est-ce que ton associé, tu penses, devrait savoir sur toi et qu'est-ce que toi, tu aimerais que ton associé ait? Mon associé, oui, mon associé, ce qu'il devrait savoir sur moi. J'ai plein d'idées et j'ai besoin d'un peu d'encadrement. J'ai besoin qu'on me dise genre stop. C'est génial. Brainstorming, 10 sur 10, mais stop. L'idée, c'était ça de base. On va parler de ça et on reste sur ça. Quelqu'un qui puisse un peu me stabiliser. Que j'ai plein d'idées, oui, et que j'ai beaucoup d'énergie. On y va. On y va. Ce que moi, j'ai besoin de savoir sur mon associé, c'est une très bonne question. Ce que j'aurais besoin de savoir sur mon associé, c'est est-ce que transmettre quelque chose, ça te parle ? C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu comprends le besoin que j'ai, qu'on a, que nous avons, que des gens ont également, d'apprendre et de comprendre. Comprendre surtout, parce que là, il n'est plus tant question d'apprentissage que de compréhension. Ce que nous, on va apporter, c'est plus la compréhension que l'apprentissage. Et donc, du coup, faut comprendre, il faut qu'on aide. Donc, est-ce que transmettre, comprendre, apprendre, aider, ce monde-là, ça te parle? C'est vrai que j'ai souvent tendance à dire, parce que je donne des cours particuliers depuis pas mal de temps maintenant, j'ai souvent tendance à dire, même aux parents d'élèves, c'est que moi, mon travail, c'est pas faire apprendre quelque chose à votre enfant. Donc, c'est pas vous faire apprendre quelque chose, c'est vous faire comprendre quelque chose. Vous apportez les outils pour que l'enfant comprenne, celui à qui je transmets ce que je suis en train de transmettre, puisse comprendre. Ensuite, apprendre, ça sera son travail. Et en ayant bien compris ce que je lui apporte, ça sera plus simple pour lui d'apprendre. Ça, c'est bien vrai. Finalement, si tu veux apprendre quelque chose, tu pourras toujours éventuellement y arriver sans avoir compris. Compris, oui. Mais ça sera extrêmement laborieux. Mais si tu as compris quelque chose, c'est beaucoup plus simple de l'apprendre. Parce qu'en fait, quand tu apprends sans forcément comprendre, tu vas essayer de te raccrocher à la leçon, à ce qui a été dit. Tu vas essayer de redire mot pour mot parce qu'en fait, tu n'as pas compris ce qui s'est dit, mais tu as retenu ce qui s'est dit. Donc, tu restes sur ce qui a été écrit, ce qui a été dit. Alors que quand tu as compris ce qui a été dit, tu n'as même plus besoin de te souvenir de ce qui a été dit puisque tu l'as compris. Et donc, tu peux reformuler comme tu as envie de le reformuler, comme les mots te viennent, tout en étant juste. Et c'est ça qui est fort dans « il faut comprendre avant d'apprendre ». Et après, nous, on peut aussi apporter des méthodologies pour apprendre, bien qu'on ne fasse pas apprendre à l'enfant ou bien qu'on ne fasse pas apprendre au formé, mais lui apporter des méthodologies pour mieux apprendre, mais dans la base du fait qu'il ait compris. Il est compris, voilà. Je trouve ça super intéressant parce que je pense que quand beaucoup d'apprenants auront compris ça, ils auront compris la différence avec le syndrome de l'imposteur, un peu.
Ça m'est arrivé dans mon parcours de me dire, en fait, je sais rien. Je me suis remise en question. Genre, peut-être j'ai besoin d'un prof. Ça arrive. Ou même quand je code, mais j'ai pas réellement compris. Est-ce que vraiment je sais ce que je fais? Parce que, encore une fois, on peut apprendre sans comprendre. Exactement. Et restituer ce qu'on a appris, c'est complètement possible et faisable. C'est très perturbant. C'est très perturbant. Et quand l'apprenant a parce qu'il y a des apprenants qui ont cette volonté de comprendre avant d'apprendre. Ouais. Et ça, quand on enseigne, on les voit, ceux-là. Ils disent, non, mais moi, toujours pas. Pourquoi ça? C'est parce qu'il veut comprendre avant d'apprendre. Ouais. Et ça, c'est pour un enseignant. Ok, d'accord, il faut que je lui explique sous différents angles. Et une fois qu'on a compris cette nuance entre la compréhension et l'apprentissage, une fois qu'on est sûr du coup de ses acquis, on a moins le syndrome de l'imposteur. Ouais, exactement. C'est quelque chose à 42 qui se vérifie super facilement lors des corrections. Donc en gros, on a des projets. Et pour valider un projet, il faut passer 3 évaluations. Pour avoir ces évaluations, il faut dépenser des points de correction. Et pour obtenir ces points de correction, il faut corriger des gens. Donc en fait, ça insinue que on peut arriver sur une correction où on connaît déjà le sujet. Ouais. Et donc du coup, on va pouvoir vérifier de manière concrète ce que la personne a appris. Il y a une trame de correction également pour aider les gens qui n'auront pas forcément abordé le projet à naviguer dedans et à voir si la personne qui corrige son projet est en mesure de faire comprendre les notions du projet à la personne qui n'a pas encore vu le projet. Ouais. Très bel exercice. Très challengeant. Ouais. Surtout quand on commence l'école, on est un peu timide encore. Ouais. Ou quoi que ça dépend. Ça dépend des personnalités, ça dépend, je pense, des profils. Mais sur les premiers projets, on est un peu timide. Et du coup, on n'ose pas forcément parler. Sur la fin de mon tronc commun, je faisais n'importe quoi en correction. Enfin, je veux dire, pour prouver que j'avais compris, je faisais moi-même des tests et des trames pour expliquer les étapes entre mes explications, ce qui m'a valu d'avoir des bonnes notes en disant je connaissais pas ce projet, mais la personne qui était corrigée avait déjà fait une correction pour m'expliquer toutes les notions. Et c'était très gratifiant. Mais à ce moment-là encore, j'avais pas cette idée de expliquer au domaine plus concret entrepreneurial. C'était vraiment mon plaisir. Tu as parlé justement du fait qu'il y ait des personnes qui arrivent qui soient peut-être plus timides ou d'autres plus ouverts, peut-être certains plus introvertis et d'autres plus extravertis. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment tu te définis, parce qu'on a parlé aussi de ton métier, des métiers que tu as fait, de tous les écosystèmes, domaines dans lesquels tu as pu passer. Comment tu te définis en dehors de tout ça? En dehors de tout ce qui est statut. Ah oui, une éternelle apprenante. Même avant, je disais à mes parents que si c'était... On m'en voulait pas, hein, si j'ai des préjugés, hein. Mais si c'était mieux payé, je serais étudiante toute ma vie. Je disais ça très souvent. Et après, en dehors de tout l'aspect apprentissage, parce que oui, l'apprentissage, c'est pas mon seul trait de personnalité. J'aimerais dire que j'ai aidé. Aider, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. J'ai eu beaucoup d'expériences dans la vie. Et maintenant, je me retrouve à
aider les gens par rapport aux expériences que j'ai eues et ça leur évite en fait tout un tronçon de choses que j'ai eu le déplaisir d'expérimenter et en fait à chaque fois les gens sont contents genre ah merci ça m'a aidé ah oui t'avais raison là-dessus je connaissais pas du tout merci de m'en avoir parlé comment t'as su ça non tu veux pas savoir comment j'ai su ça mais voilà au moins toi t'as pas eu à ouais je sais pas comment expliquer ça en fait, toutes ces expériences-là qui, quand je les ai traversées, c'était qu'est-ce que je fais? Et que maintenant, j'arrive à transformer ça en quelque chose de positif. C'est comme ça que je me définirais, en fait, en dehors. C'est tout. J'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit même si tu pouvais avancer avec les dents, tu le ferais. Il m'a dit, t'as ce truc de... Tu le ferais. Même si tes dents seraient limées, t'irais. Peu importe, mais il faut que t'avances. C'est comme ça que je me définis. Soyons humains. Ouais. S'il vous plaît. Le monde est déjà assez difficile comme ça. Ouais. On ne sait pas ce que la personne en face traverse. On ne sait pas ce qu'elle vit. On ne sait rien. Parfois, une petite gentillesse peut changer tellement de choses. Moi, ça a été le cas tellement de fois dans ma vie où une personne fait juste un petit... Ça a l'air insignifiant comme ça, hein. Mais ça m'a aidée. C'est pas forcément un acte de gentillesse envers moi, c'est même constater de la gentillesse dans le monde. C'était une bonne journée. Et là, pendant ce temps qu'on passe ensemble, on a abordé pas mal de passages de ta vie, de fragments. Ouais. Et j'aimerais qu'on puisse les remettre un petit peu dans une histoire encore plus globale, de manière plus holistique. Et pour ça, ça nous permettrait, moi et les auditeurs, de pouvoir comprendre un petit peu la personne qui est en face de moi, la personne qui se tient devant moi, parce que je suis convaincu que il faut comprendre le milieu dans lequel une personne a évolué, une personne a cheminé, pour pouvoir aussi comprendre ce qu'elle souhaite apporter au monde. Et c'est pourquoi j'ai cette question pour toi, Nasrine. Let's go. Alors, c'est quoi ton histoire? Mon histoire, c'est l'histoire d'une personne, d'origine afghane, qui apprend plein de langues, qui aime apprendre, qui ne fait que ça d'ailleurs, dans plein de domaines, en dehors de l'école même. Ça l'a amenée dans différents endroits dans la vie. Après mon bac, j'ai fait des études de médecine, puis j'ai été à l'INALCO, où j'ai appris le coréen. J'ai même été en Corée pour approfondir ces études-là. Je suis revenue et je me suis engagée du coup dans un parcours hôtelier, dans 2 établissements différents de luxe. Et ensuite, ce parcours d'apprentissage reprend avec l'informatique, 42, à ma trentaine. Et encore un nouveau parcours d'apprentissage en apprenant à être entrepreneur. Maintenant. Donc ouais, mon histoire, c'est un parcours d'apprentissage. Ouais. L'apprentissage qu'on retrouve tout du long et de départ, de nouveaux départs ou du moins de nouvelles découvertes. Et qu'est-ce que tu penses que tu gardes de tout ce parcours fondamentalement aujourd'hui? Waouh, encore. Je dis tout le temps waouh.
de tout ce parcours-là, ce que j'en retiens, ah oui, c'est qu'on peut tout faire. Si on se donne les moyens, on peut tout faire. On peut tout apprendre et on peut tout comprendre. Il n'y a pas de limite. La limite, elle est dans comment on l'apprend et comment on le comprend. Et peut-être on a besoin d'un peu d'aide. Donc, c'est là aussi toute la beauté de la chose. Peut-être s'entourer par tous les moyens. C'est pas forcément des personnes, mais ça peut être aussi par d'autres outils d'apprentissage. On peut tout apprendre et développer tout un tas de compétences. Faut bien me croire que l'informatique, c'était pas du tout dans mes cordes. La programmation, encore moins. Mais c'est quelque chose que j'ai appris par différents biais, par les autres, par 42, par YouTube, par des cours d'informatique sur livres, sur bouquins. Oui. Oui. Et donc, du coup, de tout mon parcours d'apprentissage, je dirais que peu importe l'âge ou peu importe le moment, on peut toujours apprendre. Et si justement tu penses à tout ce parcours, tout ce chemin, toutes ces trajectoires prises, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que, au fond, tu es en capacité aujourd'hui de dire que tu éprouves une certaine fierté ou une certaine reconnaissance vis-à-vis de toi-même, je veux dire, par rapport à ce que tu as accompli pour arriver jusqu'ici? Oh, définitivement. Définitivement. Limite, je m'en pensais pas capable. Et en fait, maintenant, je suis persuadée d'en être capable. Mais toutes ces découvertes et tous ces endroits, j'en porte des souvenirs et des fragments. Et c'est des choses qui alimentent qui je suis et ma manière d'être et de vivre, même au quotidien, en dehors de l'entrepreneuriat, de ma boîte, de cette volonté d'enseigner, de transmettre, d'apprendre, de par mes voyages, par exemple, ou de par mon intérêt pour la médecine, ou mon intérêt pour les langues, ou mon intérêt pour l'informatique, ou mon intérêt pour encore plein d'autres choses. Oui. Et aujourd'hui, presque, on pourrait dire que avec cette volonté que tu as de vouloir former, de vouloir transmettre, tu as compris, appris, et tu boucles la boucle en voulant transmettre. Ah, c'est une jolie manière de voir les choses. J'y avais pas pensé. Je pense que le parachèvement de ça, ce serait de pouvoir enseigner au plus grand nombre de personnes. Parce qu'il y a autant de manières d'enseigner qu'il y a d'apprenants. Mon ambition, ce serait de pouvoir enseigner à tout type d'apprenants. Et là, oui, là, je pourrais dire, ok, c'est le parachèvement de toute cette histoire, de toute cette envie d'apprendre et de transmettre, que maintenant, je suis capable de comprendre et de faire comprendre à tout le monde. Ce serait très beau. Je te le souhaite. Merci. Merci beaucoup, Nasrine, pour ce moment passé ensemble. Merci à toi, surtout. Avec plaisir. Non, mais attends, mais qu'est-ce que ça va donner, ça, maintenant, au montage? J'ai hâte de voir ça. Ouais. Moi aussi. Eh ben, écoute, on va finir par un clap, ensemble. Ok, cette fois-ci, on essaye d'être synchro. On essaye d'être synchro. Au revoir à tous. Fin de l'épisode. Fin de l'épisode. 1, 2, 3. Ouais. Tellement synchro qu'on n'a même pas entendu qu'il y en avait deux.